sommes au printemps de 1995. Une association genevoise fait revivre les grenadiers de l'Empire, devant le palais du prince régnier de Monaco, qui possède un musée napoléonien. À part les historiens, surtout ceux de la Rose, qui donc sait encore aujourd'hui cette chose extraordinaire? Pendant que Napoléon fait la guerre à l'Europe, et qu'il existe un blocus naval entre la France et l'Angleterre, un seul navire fait taire les canons et passe à travers le blocus. Celui qui livre à l'impératrice Joséphine des roses expédiées par un pépiniériste anglais. Joséphine, surnommée l'impératrice des fleurs. Et comment ne pas faire un parallèle avec celle dont elle eût sans doute été l'amie si elles avaient été contemporaines? Grâce de Monaco, surnommée la princesse des fleurs, dont elle était, comme Joséphine, passionnément, véritablement, botaniquement amoureuse, et qui sut, comme Joséphine, s'entourer de botanistes. Grâce de Monaco, qui aimait la phrase de Colette: Monaco est le seul pays dont les frontières sont des fleurs. Le prince régnier a dédié une roseraie à sa mémoire. Les plus grands rosiéristes ont voulu y participer. Figure la rose Princesse Grace, créée par Meillan l'année de son mariage avec le prince. C'est l'un de ces hybrides dont les premiers furent créés, d'abord en Angleterre et ensuite beaucoup en France, grâce à l'exemple donné par Joséphine. Des rosiers obtenus par croisement entre des rosiers européens et des rosiers chinois. C'est l'histoire des hybridations successives de rosiers, d'abord naturelles, puis provoquées, qui, au XIXe siècle, ont fini par envahir le monde, donnant naissance à des roses chaque fois nouvelles, chaque fois différentes de tout ce qui existait. Quand on visite aujourd'hui la Malmaison, devenue un musée, on trouve un jardin où, tant bien que mal, on a rassemblé des rosiers qu'a pu connaître Joséphine. Tant bien que mal, peut-on dire, car, après sa mort, le jardin de rêve qu'elle avait créé a été abandonné. La propriété morcelée. Les rosiers qu'on trouve ici ont été plantés 98 ans après sa mort, en 1912. Comment a-t-on fait pour s'y retrouver à peu près?
Il restait fort heureusement un témoignage d'exception, l'œuvre de Pierre-Joseph Redouté, né en 1759 dans les Ardennes belges, mort en 1840. En 1787, il est nommé peintre de fleurs de Marie-Antoinette, jusqu'à la mort de la reine en 93. À partir de 1800, il peint des fleurs pour Joséphine. Elle meurt au moment où il entreprend son projet le plus célèbre, Les Roses, inspiré par celle de la Malmaison, publié 2 ans après Waterloo. C'est ce qui permettra, pas loin d'un siècle plus tard, de planter une allée des roses de Joséphine, ici, dans l'une des plus grandes roseries du monde, celle de l'Haye-les-Roses, aujourd'hui entretenue par le département du Val-de-Marne. Celui qui rassemble les roses de Joséphine s'appelle Jules Gravreau. Simple retraité d'un grand magasin de bonneterie à l'âge de 48 ans, il acquiert cette propriété en 1892. Il commence à collectionner, à étudier, hybrider les roses. Il fait créer par Édouard André, architecte paysagiste, ce qui n'existe encore nulle part ailleurs et constitue une révélation, un jardin de roses. Uniquement de roses. C'est un triangle de 2320 mètres carrés, encadré par des tonnelles pergolas de treillage appelés berceaux de roses. Allez-y si vous pouvez, en juin. C'est un enchantement. Jules Gravreau, qui mourra en 1916, y a déjà rassemblé en 1884 1600 espèces et variétés de roses. Il crée un théâtre de roses. On y verra Jean Cocteau et bien d'autres célébrités. Il est admis, en 1906, dans un cénacle de gens de lettres et d'artistes, l'Assemblée des Rosatis, créée en 1776 à Arras, et dont les membres célèbrent la rose, la femme et l'amitié. Il leur dédie cette rose, les Rosatis, un hybride créé par lui à la roseraie. Quoique, les auteurs allemands disent « Nein », c'est une création de l'obtenteur allemand Hermann Müller, qu'il envoya à Gravreau en 1902 et qui est mort en 1914. Il y a eu alors plus grave que cette guerre des roses. Quoi qu'il en soit, les Rosatis sont ce qu'on nomme des hybrides de thé. Quand vous visitez une roseraie, repérez les étiquettes. Si vous voyez avec le nom de la rose l'abréviation HT, c'est un hybride de thé. Un hybride de thé, c'est quoi? C'est un croisement entre un rosier-thé, en abrégé TH, et un hybride remontant, en abrégé HR. Un rosier remontant n'est pas, comme certains croient, un rosier qui grimpe, mais un rosier qui refleurit en automne. Il en est même qui fleurissent plusieurs fois. On les dit très remontants. Quant au rosier-thé, cela veut dire, selon les uns, rosier à odeur de thé, selon les autres, rosier venu avec les bateaux qui ramenaient le thé de Ceylan. Non, disent encore d'autres, c'est qu'il venait de la roserie Faty, avec TI, qui existe toujours à Canton. Les Anglais les dénommèrent Tea Rose et c'est devenu Tea Rose Rose Thé. Quoi qu'il en soit, des rosiers-thé, cultivés depuis des millénaires en Chine, apportèrent en Europe la révolution chinoise, celle des rosiers remontants.
Il nous faut remonter nous-mêmes de quelques années et nous rendre aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes à Charleston, en Caroline du Sud, dans le Magnolia Garden, vestige des grandes propriétés sudistes. Autant en a laissé le vent. Ici, en 1796, un planteur de riz nommé John Champney reçoit le même rosier que Joséphine Bonaparte à la Malmaison, le fameux rosier chinois qui a voyagé de Calcutta jusqu'en Angleterre en 1789 dans des caisses ouvertes remplies de terre sur le pont d'un 3-mâts de la Compagnie des Indes. Celui qu'on nomme aujourd'hui rosier de Chine étalon ou Old Blush ou Parsons Pink China. Champney le croise, volontairement ou non, avec un vieux rosier européen, Rosa moscata, et obtient ce rosier nouveau, lequel est remarqué par son voisin français de Charleston, Philippe Noisette, qui en envoie des graines, quelques années plus tard, à son frère horticulteur Louis Noisette, resté à Paris. Ainsi serait né le rosier historique nommé Blush Noisette et la lignée des rosiers Noisette, ou Noisettiana, presque tous avec un port élégant, des bouquets de fleurs d'un parfum délicat et fleurissant presque en continu. À peine arrivés en France, les rosiers noisettes sont hybridés avec d'autres. Mais les graines qu'ils donnent, venant du rosier mère, sont réputées noisettes. L'un des plus beaux, une célébrité des jardins aujourd'hui encore, est celui-ci, Madame Alfred Carrière, obtenu par Schwartz en 1879, capable de monter jusqu'à 6 mètres, de fleurir même contre un mur au nord et jusqu'en novembre. Mais, comme beaucoup de noisettes, il n'y a pas seulement, dans ses ancêtres, un rosier thé. Il a aussi été croisé avec un outsider venu des colonies. Nous sommes dans l'océan Indien, sur l'île française de la Réunion, à l'époque, île de Bourbon. Les colons français de l'époque entourent leur jardin de haies de roses, en particulier de Rosa damascena Saint-Père Florens, qui, jusqu'alors, est le seul rosier remontant connu en Europe. Mais ils ont aussi des haies de rosiers chinois. Et le hasard des abeilles fait que, de temps en temps, l'un reçoit le pollen de l'autre. Ce qui donne ce bâtard, que le botaniste Perrichon trouve dans une haie en 1817. Bréon, botaniste du gouvernement, envoie des graines à Antoine Jacques, jardinier à Paris du futur Louis-Philippe. Il en obtient 2 pieds et le baptise rosier de l'île de Bourbon, Rosa borboniana. Dès 1825, il est distribué en France et en Angleterre. Et on peut parler d'une lignée royale. Car aujourd'hui encore, aucune autre catégorie de rosiers ne compte autant de noms célèbres que les descendants des Bourbons. Ils plaisent parce qu'ils sont remontants et conservent le bon parfum des rosiers de Damas. Celui-ci est Bourbon Queen, ou Reine des îles Bourbon, obtenu par le français Moguet en 1834. Cet autre est né en 1840. 1860, Victor Emmanuel, obtenu par le français Guillot. L'un des Bourbons les plus populaires est celui-ci, Zéphirine Drouin. Normal, si l'on considère qu'il est de mai 68, 1868, obtenu par le français Bizot. Zéphirine Drouin est un rosier inerme, c'est-à-dire sans le moindre aiguillon. Il peut monter jusqu'à 3 mètres, il est très florifère au début de l'été et en automne, et il est délicieusement parfumé. Pourtant, le parfum de cet autre Bourbon célèbre, Madame Isaac Pereire, obtenu par Garçon en 1881, est encore plus extraordinaire.
C'est peut-être le parfum le plus fort de tous les rosiers. Et ses corolles de 10 à 12 cm de diamètre comptent parmi les plus grandes. Surtout, ce qui est rare, lors de la remontée de septembre. Hauteur 2 à 3 mètres. Toujours à l'époque de Joséphine et de Bonaparte, vers 1800, une Anglaise, passionnée des roses, la duchesse de Portland, se promène ici, en Italie, au sud de Naples, dans les ruines de Paestum. Paestum, l'ancienne Poséidonia, créée par des Grecs de Sybaris, plus de 5 siècles avant notre ère. Des gens qui étaient fous des roses. Paestum, le plus grand centre de roses de l'Antiquité. C'est là, dit-on, que la duchesse trouve un rosier qu'elle ramène en Angleterre. Il est aujourd'hui connu sous le nom de duchesse de Portland. Il refleurit à la fin de l'été et il a un parfum agréable. Les descendants de Portland, par croisements successifs, donneront des rosiers dont certains sont toujours des vedettes, comme Jacques Cartier, obtenu par Robert Moreau en 1868. 1,20 m de haut, fleur double de 8 cm de diamètre, l'un des plus beaux de tous les rosiers, selon certains. Encore plus beau en septembre. Les rosiers de Portland sont tous d'un port assez raide, très feuillu, les fleurs émergeant tout juste du feuillage. Et c'est grâce à un semis de rosiers de Portland que le jardinier français Escoffet obtient un rosier comme on n'en a jamais vu. Rose du roi. Remontant, résistant au gel, à fleurs doubles et parfumé. Il est le précurseur d'une nouvelle génération de rosiers, les hybrides remontants. On croit avec eux qu'on a découvert le pot-aux-roses. Ils font des fleurs d'une grosseur inconnue jusqu'alors, très globuleuses, sur une tige assez forte qui tient bien dans les vases. Ils sont presque tous remontants et résistent bien au froid. Entre 1830 et 1900, par hybridation successive, il se crée des milliers de sortes d'hybrides remontants. Le rosier général Jacqueminot donnera à lui seul 500 variétés différentes. 1842, la reine, obtenue par Jean Lafaille, un pionnier de la culture des roses, né en 1795, mort en 1878, après avoir commercialisé 388 espèces de roses. 1866, Antoine Duché. Le nom de Duché, associé à celui de Pernay, évoque une dynastie de créateurs lyonnais, 5 générations. Paul Néron, obtenu par Levet en 1869. Dame patronnesse d'Orléans, obtenue par Vigneron en 1877. Mais les hybrides remontants, s'ils refleurissent en automne et résistent bien au froid, ont une grande faiblesse. Par temps humide, ils sont attaqués par les champignons, maladie noire et surtout l'oïdium. Et puis, grosse fleur globuleuse ne veut pas dire toujours fleur élégante. Il faut trouver autre chose. Et ça y est, en 1867, on a enfin trouvé. Un rosier à la fleur élégante, comme on dit turbiné, avec 60 pétales bien ourlés. Rose argentée sur l'avers, rose brillant sur le revers, et très odorante. Et avec ça, un rosier bien remontant. Ce pionnier, aujourd'hui bien dépassé, obtenu par Jean-Baptiste Guillot, il y a eu depuis 6 générations de Guillot, est nommé la France. C'est la synthèse, l'idéal pour l'époque, de la beauté et du parfum. Le prototype d'une catégorie de rosiers qui va, jusqu'à nos jours, supplanter tous les autres. Nous y voilà, les hybrides de thé.
Ils sont le résultat de tant de croisements entre rosieté, noisette, bourbon, Portland et autres hybrides, finissant par être des hybrides d'hybrides, et ils ont permis tant d'obtentions nouvelles au XIXe et XXe siècle que cette appellation d'hybride de thé ne recouvre plus aujourd'hui qu'une notion vague. Et que parfois on n'est plus très sûr de l'arbre généalogique d'un rosier. Encore distingue-t-on aujourd'hui les polyanthas, avec des inflorescences de petites fleurs, les floribundas, terme commercial, signifiant floraison abondante, vigoureuse, ininterrompue. Les vicurianas, ou rosiers lianes. Et les etc. qu'on n'en finit plus d'obtenir en leur donnant de préférence des noms prestigieux. Comment obtient-on une rose? Suivez, pour le savoir, le prochain et dernier épisode de l'aventure des roses. Vous apprendrez sur la rose encore bien d'autres choses. Par exemple, pourquoi celle qui veille sur le cimetière des soldats américains d'Omaha Beach, en Normandie, est une rose japonaise. Et comment le plus vieux rosier du monde, après 1000 ans de vie dans un cloître, a été miraculé. Mais en attendant, et pour finir cet épisode sur une profonde constatation, disons que la fourmi, décidément, c'est contrariant. Il existe, en Amérique tropicale, depuis des millénaires, ce qu'on nomme les fourmis à tas. On pourrait dire Attila. Elles découpent les feuilles des arbres et les emportent dans leur fourmilière afin de cultiver dessus un champignon pour nourrir leur bébé. De mémoire de fourmis, elles n'avaient jamais vu de rosier, puisque toutes les roses sauvages sont originaires des zones tempérées de l'hémisphère nord. Mais pour les nourrir en laboratoire, afin de les étudier, on a essayé, entre autres, les branches de rosier, en laissant, pourquoi pas, les roses avec les feuilles. Et voilà que, de toute évidence, elles se sont dit, la feuille de rose, bon, ça change un peu. Mais le champignon aux pétales de rose, alors ça, c'est le pied. Et si l'on veut que pour elles ce le soit vraiment, il faut désormais leur offrir, sur pied, les rosiers les plus sensibles aux champignons, ceux que, depuis bientôt 2 siècles, par sélection et hybridation, laborieusement, nous nous efforçons d'éliminer.